Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du jury du dimanche et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir un avocat d'affaires, avocat tout court, qui fait parler de lui. Une robe noire qui aime les dossiers chauds et très médiatisée. D'aucuns diraient un avocat qu'il vaut mieux avoir avec lui que contre lui. Guy Marius Sagna, Binta Camara, Pape Massata Diack, Imam Ali Ndao, Sayer Kébé, Yavouz Selim, caisse d'avance de la ville de Dakar, drame du stade de Demba Diop et bien d'autres affaires. Maître Moussa Sarr, j'ai fini de faire votre portrait robot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour à vos téléspectateurs, à vos auditeurs ainsi qu'aux internautes qui nous suivent. Qu'est-ce qui fait courir, Maître Moussa Sarr? Mamoudou, je ne cours pas. Je suis dans le cadre de mon métier, de mon sacerdoce, de mon combat. J'ai opté d'être avocat. Ça veut dire défendre la veuve et l'orphelin. Globalement, pour l'essentiel, sur tous les dossiers que vous venez d'indiquer de manière globale, à part un seul, je suis intervenu à titre gratuit, c'est-à-dire pro bono. C'est des citoyens sénégalais gratuits, à part un seul dossier dans le groupe, dans le lot. Pour tous les autres dossiers, à part un seul, je suis intervenu gratuitement. Où des citoyens sénégalais, en conflit avec la loi, sont venus me voir, m'exposer leurs problèmes, soit directement, soit par les biais de leurs parents. Et après les avoir écoutés, j'analyse pour voir est-ce que j'ai du temps. Parce que ce n'est pas mon cœur de métier. C'est quel dossier, si ce n'est pas une indiscrétion? Le seul dossier où je ne suis pas intervenu gratuitement. Oui. C'est Yavuz Selim. Yavuz Selim. Yavuz Selim, je ne suis pas intervenu gratuitement. Ouais. Mais tout le reste, je suis intervenu gratuitement, sauf Yavuz Selim. Lorsque des citoyens viennent me voir, j'analyse le dossier qui m'est soumis pour voir d'abord est-ce que j'ai du temps, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, parce que ce n'est pas mon cœur de métier. Souvent, c'est des dossiers pénaux. Si j'ai du temps, je dis oui. Et deuxième chose, qui sont toujours deux conditions cumulatives, est-ce que la cause à défendre est conforme à mes convictions? Si les deux conditions sont réunies, le ton et ma conviction conforme avec la cause à défendre, je m'engage. Et dans ce cadre-là, oui, je mène un combat. La dimension éthique est importante pour vous. Mais on ne peut pas faire le métier d'avocat sans éthique. Nous avons un code de déontologie. Être avocat, ce n'est pas être commerçant. Être avocat, ce n'est pas être dans une licence de dire et de faire ce que l'on veut. Notre activité professionnelle est encadrée par des règles éthiques et déontologiques. Et c'est important. C'est une profession réglementée, encadrée avec un ordre qui régente la discipline des avocats. Je suis aujourd'hui sur votre plateau, mais je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Et lorsque je sors d'ici, je n'ai pas le droit également de faire n'importe quoi. Donc la dimension déontologique est utile et éthique est capitale dans la profession d'avocat. Et l'ordre veille à cela. Maître, un dossier qui alimente la chronique judiciaire, comme on dit, et qui a même ému l'opinion quand la chaîne BBC a diffusé son enquête sur le pétrole au Sénégal en parlant d'un scandale présumé de 10 milliards de dollars. Le procureur de la République a été amené parce qu'il y a des personnalités qui ont été citées, notamment Aliou Sall, ci-devant, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, jeune frère du président de la République, a été cité. Le procureur de la République a lancé un appel à témoins. La division des investigations criminelles continue ses auditions. Si on devait faire un bilan d'étape peut-être de cet appel à témoins lancé par le procureur sur les contrats de pétrole, vous diriez quoi, vous, en tant qu'avocat? Bon, en tant qu'avocat et observateur, parce que je ne suis pas impliqué, lorsque je dis je ne suis pas impliqué, je n'ai pas un client directement impliqué dans cette affaire. À partir de ce moment-là, je suis un observateur, c'est l'œil d'un observateur. La première chose, c'est sur le plan du principe. C'est une bonne chose qu'une enquête soit ouverte. J'estime que lorsqu'une question aussi importante qui conditionne notre présent et notre devenir, surtout la stabilité du pays, son développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations, et qu'il y a autant
d'accusations et de dénégations qui peut gêner, porter même atteinte éventuellement à la stabilité du pays, la justice doit intervenir. Une enquête est bien ouverte. Bon, pour ce cas précis. Je vais y vous dire. Bon, c'est ce qu'on a entendu. Une enquête est ouverte. Mais la particularité et le caractère inédit, c'est que c'est un appel à témoins. Mais d'après ce qu'on a lu dans la presse, instruction a été donnée par le ministre de la Justice au procureur général pour qu'une enquête soit ouverte. Maintenant, le procédé qui est utilisé, c'est un appel à témoins. Mais je dis, c'est extrêmement important au niveau du principe qu'une enquête soit ouverte parce que la justice a les moyens juridiques, a les moyens d'investigation nécessaires pour aboutir à la clarté dans cette affaire, pour situer éventuellement s'il y a des responsabilités, pour que l'opinion publique nationale, les citoyens sénégalais en premier lieu, puissent savoir exactement de ce qu'il en est de tout ce débat-là. Maintenant, nous avons appris, à travers la presse, c'est le procureur de la République lui-même qui a dit qu'il lance un appel à témoins. C'est ça le caractère inédit. Une enquête n'a pas été ouverte contre une personne ou des personnes, ou une enquête contre X, mais un appel à témoins. Autrement dit, moi, dans ma compréhension, c'est qu'on est en train de rassembler des faits contre une personne ou des personnes, ou voir s'il y a des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à travers cet appel à témoins. Maintenant, le caractère inédit, c'est quoi? C'est que dans la pratique et de manière générale, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est lorsqu'il y a un appel à témoins, c'est parce qu'il y a une infraction qui est déjà constituée, ou il y a un fait susceptible de constituer une infraction. C'est à partir de ce moment-là qu'on fait un appel à témoins. Oui, le fait, c'est qu'il y a que notre confrère ou nos confrères de la BBC citent M. Aliou Sall comme ayant reçu de l'argent des pots de vin. M. Sall s'est exprimé, a rejeté ces accusations. Est-ce que, au bout de ces auditions qui sont en train d'être faites, le procureur pourrait décider d'ouvrir, par exemple, une enquête contre M. Sall, puisque c'est lui qui est le principal mis en cause? Moi, ce que je peux dire, je ne peux pas personnaliser pour dire qu'il y aura une enquête qui sera ouverte contre M. Sall, M. Temis, Ibrahima Mademba. Oui. Ce que je pense, à la suite de cet appel à témoins, parce que le procureur de la République qui a ce pouvoir peut savoir exactement qu'est-ce qu'il recherche en utilisant ce procédé-là. Il est le seul. Maintenant, moi, en tant que technicien du droit, en tant qu'avocat, je pose des hypothèses. Certainement, il est en train, par ce procédé, de collecter le maximum d'informations. Et après avoir entendu les personnes qu'il pense être en mesure d'apporter des éclairages sur un point ou des points, il va analyser la situation et éventuellement faire retourner le dossier pour demander qu'on ouvre une enquête sur un point ou des points précis contre une personne ou des personnes contre X. Parce que pour moi, c'est ça l'intérêt de l'appel à témoins. D'autant plus que personne n'est entendu comme suspect. Personne. Ni mis en cause. Apparemment, tous ceux qui sont entendus sont entendus à titre de témoin. Même M. Aliou Sall, là, est entendu à titre de témoin. D'après ce que j'ai lu dans la presse. Parce que la particularité de ce dossier, c'est qu'il y a la fuite de certains éléments d'audition. Ce qui me surprend d'ailleurs. Parce que nous le constatons tous dans la presse. À chaque fois qu'une personne est entendue, le lendemain ou le surlendemain, on a des éléments qui sortent dans la presse. Oui. Mais apparemment, ça ne choque personne. Personne, je dis, personne. Maintenant, certains semblent être entendus à titre de simple renseignement, d'autres à titre de témoin. Mais ce qu'il y a lieu de préciser, ceux qui sont entendus à titre de témoin en droit, le témoin c'est quoi? C'est celui qui a vu personnellement, qui a assisté, qui a une connaissance personnelle de l'affaire. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est entendu à titre de témoin et qu'il s'aventure à charger quelqu'un sur la base d'éléments faux, il peut être poursuivi pénalement pour faux témoignage. Ah oui? Si également quelqu'un est entendu et qu'il essaie de décharger quelqu'un sur la base de faux témoignages, il peut être poursuivi pour ce délit. Donc, toutes ces personnes... Sauf ceux qui sont entendus à titre de simple renseignement. D'accord. Toutes ces personnes entendues à titre de témoin pourraient faire l'objet de poursuites, dans l'absolu. C'est prévu par le texte. S'il faut un faux témoignage, à condition de faire un faux témoignage, en chargeant comme en déchargeant. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Bon, l'autre hypothèse, c'est quoi? Après le retour du dossier,
Le procureur analyse et estime qu'il n'y a aucun intérêt, n'est-ce pas, à ouvrir, à demander une enquête contre une personne ou des personnes ou contre X. Troisième hypothèse, il reçoit et il remet au juge d'instruction pour une information judiciaire. Donc voilà pour moi les trois hypothèses. Trois hypothèses. Il peut classer le dossier sans suite. suite. Il peut décider retourner le dossier pour une enquête bien précise sur des infractions données contre une ou des personnes ou contre X. Ou envoyer au niveau du doyen des juges d'instruction. Mais ça, c'est les hypothèses parce que je ne sais pas quelle est la teneur du soit transmis. Parce que lorsque la DIC est saisie sur la base d'un soit transmis. C'est un document par lequel le procureur lui demande d'entendre pour rechercher ceci ou cela. Mais moi, je n'ai pas connaissance de ce document. La DIC peut être saisie. Il est confidentiel? En principe, parce que l'enquête est secrète. L'enquête est secrète. Maintenant, ils peuvent être saisis pour rechercher éventuellement un délit de corruption ou un délit de concussion ou autre. Mais je ne sais pas. Parce que l'enquête est secrète et je n'ai pas accès, et en principe la presse n'a pas accès au soit transmis pour savoir exactement qu'est-ce qui est demandé à la DIC. Donc on est obligé de travailler sur les hypothèses probables, possibles dans cette affaire. Le jury du dimanche d'I-Radio reçoit Maître Moussa Sarr, avocat inscrit au barreau de Dakar. Maître, c'est dans ce contexte qu'une plainte est déposée auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar contre Aliou Sall, Franck Timis, mais aussi le chinois Won Jung-Kwang. Plainte pour faux et usage de faux en écriture publique contre X d'abord, faux et usage de faux contre Timis, Kwang et Aliou Sall. Cette plainte-là, avec constitution de partie civile, est-ce qu'elle est pertinente en droit? Ce n'est pas à moi d'apprécier si elle est pertinente parce que je n'ai pas tous les éléments de fond. Parce que la pertinence d'une plainte ou d'une action judiciaire, on l'apprécie par rapport aux éléments de fond. Je n'ai pas une copie de la plainte, je n'ai pas les éléments déposés à l'appui de la plainte pour apprécier la pertinence par rapport au fond. Ce que je peux par contre, c'est voir est-ce que l'action est recevable. À mon avis, l'action l'est. Parce que dans une action ou dans une procédure judiciaire, la première question à se poser, c'est de voir sur le plan formel, est-ce que l'action est recevable? Et après, on va voir sur le fond, est-ce que l'action est bien faite? L'intérêt à agir. Oui, la qualité et l'intérêt à agir. Donc ici, messieurs Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont cette qualité. À mon avis, M. Mbaye, M. Diallo ont qualité et intérêt à agir. Pourquoi? Sur deux éléments. Le premier élément, c'est la Constitution. Le deuxième, c'est l'article 2 du Code de procédure pénale. Si vous allez au niveau de la Constitution sénégalaise, le préambule dit « Le peuple souverain affirme son attachement à la transparence dans la gestion des affaires publiques et au principe de la bonne gouvernance. » Vous allez à l'article 25.1 qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Ils doivent être exploités et gérés de manière à promouvoir le développement et améliorer les conditions de vie, etc. des populations. Vous allez au point 25.3 qui indique clairement que tout citoyen a le devoir de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. En plus de cela, vous le combinez avec l'article 2 du Code de procédure pénale qui dit que toute personne qui a personnellement souffert peut initier une action et se constituer partie civile. Dès lors qu'il est indiqué que les ressources naturelles appartiennent au peuple, je suis d'accord que le peuple est une notion polysémique. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais le peuple, c'est quoi? Dans l'acception juridique la plus courante, c'est l'ensemble des citoyens qui constituent une nation, qui sont sur un même territoire, qui sont soumis aux mêmes règles. Autrement dit, tout citoyen peut déposer cette plainte à cette qualité, avec constitution de partie civile. En combinant les dispositions de la Constitution, ainsi que l'article 2, pour déposer une plainte sur la base de prétendues, n'est-ce pas, violations concernant nos ressources naturelles. Cette plainte ne concurrence en rien ce que le procureur de la République est en train de faire? Pour moi, non. Pourquoi? Il faut, pour qu'il y ait concurrence, qu'on soit sur le même périmètre. Je dis, je ne sais pas le périmètre. Mais si aujourd'hui on est dans le cadre d'un appel à témoins,
Ce n'est pas le même périmètre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une procédure précise contre une personne en visant une infraction bien déterminée. Mais si le soit transmis contient une enquête ou des recherches à diriger par rapport à des infractions, si ces infractions ne sont pas identiques que celles qui sont visées par la plainte, oui, et concernant les mêmes personnes, à partir de ce moment-là, ça ne gêne à rien. Je ne vois pas en droit qu'est-ce qui serait l'obstacle pour dire que cette procédure elle est irrecevable parce qu'il y a déjà une plainte. Si la plainte ne concerne pas les mêmes infractions, ici c'est 4 infractions qui sont visées. Faux, usage de faux, détournement de deniers publics, complicité. Oui. S'il y a une seule des infractions qui est visée dans la plainte et qui ne fait pas l'objet de cette enquête, à partir de ce moment-là, elle est parfaitement recevable. Donc il faut une identité par rapport à tous ces éléments-là, oui, et sur les personnes pour qu'on puisse parler d'obstacles. Pour moi, en droit, il n'y a aucun obstacle qui puisse porter atteinte à la recevabilité de cette action. Maintenant, par rapport au bien fondé, oui, seul le juge, oui, qui reçoit la plainte et les documents probatoires à l'appui va apprécier le bien fondé de ces éléments. Et là également, par conséquent, oui, je ne peux pas me prononcer sur la pertinence du, oui, bien fondé des arguments qui sont contenus dans cette plainte. Très rapidement, là également, quelles sont les hypothèses qui s'offrent au juge d'instruction? Au juge d'instruction, les hypothèses classiques, c'est qu'il déclare recevable d'abord. Parce que tant que la procédure n'est pas déclarée recevable, on ne peut pas aller au fond par rapport à l'enquête proprement dite. Mais à mon avis, la procédure est recevable. Dans l'hypothèse où le doyen des juges déclare la procédure recevable, il entend d'abord, il y a déjà, conformément à la procédure, un montant à fixer à titre de consignation pour qu'elle soit recevable. En plus de cela, après le paiement de la consignation, on entend les parties civiles, c'est-à-dire les plaignants. Et après cela, on entend les personnes qui sont visées dans la plainte. Et le juge va apprécier les documents qui avaient été déposés par les plaignants et va écouter les observations. L'instruction à charge et à décharge. À décharge, c'est ça. Va écouter les observations des personnes qui sont visées et après, soit il rend une ordonnance de non-lieu pour dire qu'il n'y a aucune infraction. Il n'y a aucune charge, pas infraction, aucune charge, c'est le terme technique. Soit il dit je requalifie ou je disqualifie. Soit il prend une ordonnance de renvoi en audience correctionnelle pour jugement. Donc, voilà globalement les 3 hypothèses. Est-ce qu'on peut dire que cette plainte avec constitution de partie civile est une, comment dirais-je, une arme que détiendraient les citoyens en cas de carence constatée au niveau peut-être du parquet? Mais au-delà du parquet, pour moi, c'est une action concurrente. Le parquet est là pour défendre les intérêts de la société. Le parquet peut se saisir sur tous les dossiers. Comme le parquet peut recevoir des instructions de la chancellerie, parce que le parquet est hiérarchisé, pour initier une procédure. Mais c'est la Constitution qui donne cette possibilité à l'ensemble des citoyens d'initier une action. Parce qu'il est indiqué clairement que ces ressources appartiennent au peuple. Et le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Et on dit également dans cette Constitution, comme je vous l'ai indiqué, que le citoyen a le devoir de participer, de contribuer à la lutte contre la corruption et la transparence et la conclusion. À partir de ce moment-là, c'est un droit d'action qui est reconnu aux citoyens lorsqu'il estimera que les ressources de son pays n'ont pas été gérées correctement, mais il lui appartiendra aussi de rapporter la preuve de ses allégations. Il lui appartiendra de rapporter la preuve de ses allégations. Maintenant, par rapport à la plainte de constitution, la plainte avec constitution de partie civile, si le juge rend une ordonnance de non-lieu, les personnes qui ont fait l'objet de la plainte ont une action contre les plaignants. Ils peuvent initier une procédure pour dénonciation calomnieuse. C'est ça le droit. Couteau à double tranchant. Tranchant, c'est ça la règle. Ils ont pris leur responsabilité pour initier une action, mais si le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas une charge contre ces personnes qui sont visées, ils ont le droit d'initier une procédure pour dénonciation calomnieuse. Très bien. Maître Moussa Sarr, on va aborder un autre dossier. Vous êtes l'avocat de Guy Marius Sagna, activiste qui a été arrêté.
Question toute simple de Vito Sam dans la page Facebook de notre émission. Pour quel motif est arrêté Guy Marius Sagna? Au moment de son arrestation, dans la phase policière, c'est-à-dire dans la phase d'enquête, il n'y avait aucune infraction qui a été notifiée à M. Sagna. J'ai eu le privilège de l'assister depuis le départ. C'est lorsqu'il a fait l'objet d'un déferment et que le parquet a pris un réquisitoire introductif qu'une infraction a été visée. C'est celle de fausse alerte au terrorisme. Et il a été entendu par le doyen des juges d'instruction qu'il a inculpé et placé sous mandat de dépôt. Mais dans cette affaire, il n'y a pas l'ombre d'une infraction. Dans un premier temps, M. Guy Marius Sagna avait été arrêté pour 2 postes où il décriait l'état de délabrement de notre système sanitaire. Et au moment même de son audition, il n'y avait pas d'infraction qui lui a été notifiée. C'est qu'il y a une violation de la loi. C'est qu'il y a une violation des droits de la défense. Parce que moi, avocat, pour défendre quelqu'un, il faut que je cherche pourquoi il est arrêté. Légalement. Et il n'y en avait pas. Il a fait l'objet de retour de parquet. Ensuite, il y a eu une enquête complémentaire. Et là, on est allé sortir un poste du mouvement France Dégage concernant une conférence de presse, un texte liminaire. Et on lui a imputé ce poste, alors que ce poste a été fait par le mouvement. Et dans ce poste, il était question d'analyser la présence française en Afrique de l'Ouest. Et c'est sur la base de ce poste qu'il a été arrêté. En droit pénal, la responsabilité, elle est personnelle. Il n'existe pas en droit pénal une responsabilité collective. Dans le principe aussi, il n'existe pas au niveau de notre législation une responsabilité pénale des sociétés, des personnes morales. Sauf quelques exceptions. Donc on ne peut même pas poursuivre un mouvement de manière pénale si ce mouvement a une reconnaissance juridique. Comme il n'y a pas de responsabilité pénale collective. Donc, ce poste et son contenu, qui est un texte liminaire d'une conférence de presse, au cours de laquelle M. Sagna n'était même pas sur le présidium, ne peut lui être imputé. Par conséquent, il n'y a pas possibilité d'une infraction pénale. Mais toujours est-il qu'il est arrêté. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas l'objet d'une infraction pénale. Et cette arrestation ne repose sur aucune base légale. Elle est attentatoire à la liberté d'opinion et d'expression. Autre chose également, ce contenu-là, à supposer même qu'on va pour analyser ce contenu-là, mais ce contenu n'est pas une fausse information. Ce contenu est une analyse d'une situation bien déterminée. Je dis encore une fois, on ne peut pas empêcher à des citoyens sénégalais, à des panafricanistes, d'analyser nos rapports avec la France. Moi, je peux ne pas être d'accord. Hein, mais sur la question du terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sensibilité? Je suis d'accord, M. Khan, sur la sensibilité de la question. Mais il analyse la présence de l'armée française. Je dis même le Mali, où la France a sauvé l'existence de l'État, les Maliens et des autorités maliennes se posent des questions sur la présence française. Vous suivez l'actualité comme moi. La présence française à Ménaka, la présence française à l'autre ville des Touaregs. Oui, à Kidal. À Kidal. Vous avez entendu combien de fois les Maliens se poser des questions? Kidal est comme un no man's land où l'État malien n'a aucun droit d'action, etc. Et ça n'empêche pas aux Maliens, malgré le soutien de la France, de s'interroger sur la présence de la France. On ne peut pas empêcher à des citoyens sénégalais, des panafricains, de se poser des questions sur la présence militaire, économique, culturelle, etc. Les bases françaises, quand même, sont fermées au Sénégal. Oui, je dis, mais il y a quelques éléments français. Oui. Mais je dis, en tout état de cause, on ne peut pas empêcher à des citoyens de s'interroger sur nos rapports avec l'ex-colonie, l'ex-colon, ou l'ex-puissance coloniale. C'est notre droit. Et je pense que c'est un débat utile et légitime. Nous sommes indépendants depuis plus d'un demi-siècle. C'est normal que des citoyens, surtout la jeune génération, s'interrogent sur nos rapports. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord sur le contenu de l'analyse. Mais cette analyse, elle est nécessaire. Et on doit se projeter dans les perspectives. Une analyse, un commentaire, une opinion n'est pas une fausse information. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas une infraction. Donc, dans ce dossier, il n'y a pas une fausse alerte. Ce qu'il y a, c'est une vraie alerte de l'État sur les libertés
d'opinion, les libertés d'expression, les libertés de manifestation, les libertés de réunion. Moi, cette arrestation, je la comprends comme telle. Une vraie alerte de l'État et non pas une fausse alerte. Aujourd'hui, quels sont les moyens dont vous disposez si, comme vous dites, c'est une arrestation arbitraire? L'arrestation n'est pas fondée, elle n'est pas légale. Les moyens que nous avons, c'est les ressources que nous donne la loi. Moi, je suis un avocat. J'utilise toutes les ressources que la loi me donne pour défendre mon client. Il y a plusieurs possibilités qui sont contenues dans le code et le code de procédure pénale et dans d'autres instruments internationaux ratifiés par le Sénégal. On n'exclut même pas, je n'exclus même pas de saisir la Cour de justice de la CEDEAO qui a pour compétence principale la violation des droits de l'homme. Je suis en train depuis hier de réfléchir sérieusement sur une telle procédure. Elle est possible. Maintenant, on va combiner les procédures locales et internationaliser la procédure au niveau de la Cour de la CEDEAO qui est compétente en matière de droits de l'homme. Et en l'espèce, c'est une violation manifeste, flagrante des droits de l'homme. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de réunion et d'autres libertés constituent des libertés fondamentales prévues par l'article 8 de notre Constitution et l'État a l'obligation de les garantir parce que c'est l'État qui s'est engagé à cela. Bien sûr, au niveau local, parce que c'est quand même une question importante, quand un citoyen pense qu'il a été victime d'arbitraire, qu'est-ce qu'il peut faire au niveau local? Au niveau local, c'est saisir le juge. On peut d'abord saisir le juge d'une requête aux fins de non-lieu et de mainlevée de mandat de dépôt. On peut saisir la chambre d'accusation d'une procédure d'annulation des procédures parce que cette procédure contient énormément d'irrégularité. On peut également solliciter une demande de mise en liberté provisoire. Voilà les ressources. Vous allez utiliser... On va utiliser toutes les ressources de manière alternative ou de manière cumulative pour aboutir à sa libération le plus rapidement possible. Parce que cette arrestation n'a aucun intérêt. Parce qu'il n'y avait pas d'infraction, aucun trouble à l'ordre public. Et par cette arrestation, heureusement pour M. Sagna, ça lui confère une légitimité de combattant pour la justice, de combattant pour la liberté, de combattant pour l'indépendance réelle de nos pays. J'estime que cette arrestation était inutile. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas d'infraction. Dans son pays, nos aînés, nos pères se sont battus pour qu'on ait un État démocratique, un État de droit. Aucune génération n'a le droit de faire moins que les autres. Et la respiration de la démocratie, c'est de permettre à tous les citoyens d'exprimer leur avis. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, il faudrait que le débat soit libre. Mais dans le cadre des lois et règlements de notre pays. Et en l'espèce, ce n'est qu'une liberté d'expression. Une opinion qui a été donnée par une organisation. Et non même pas par Sagna, mais par une organisation. Et l'État doit promouvoir le débat libre, le débat démocratique. Il y va de l'avenir de notre démocratie. Parce que tant que les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur désaccord, d'exprimer leur mécontentement, il n'y aura pas de violence. C'est ce qui a sauvé notre pays jusqu'ici. Il faudrait que ceux qui ont la responsabilité de ce pays continuent à sauvegarder cet acquis-là et à l'approfondir. Notre démocratie doit être approfondie, doit être modernisée. Dans un contexte d'une personne qui est décédée, mort qui a plongé sa famille et tous ses proches dans l'émoi, dans un contexte également de menaces terroristes qui est une question sensible, est-ce qu'il ne faudrait pas associer cette liberté qu'il faut respecter certainement à tout prix, avec aussi l'esprit de responsabilité? Ah mais non, il n'y a pas... M. Khan, nous sommes en phase. Il n'existe pas de liberté sans responsabilité. Je vous ai dit tantôt qu'il faudrait que l'ensemble des libertés fondamentales prévues par notre Constitution et mises à la disposition des citoyens, que toutes ces libertés soient exercées dans le cadre légal. À partir de ce moment-là, il y a la liberté, il y a la responsabilité. Mais quelle que soit la sensibilité de la question, il n'existe pas en démocratie de sujet tabou. Tous les sujets doivent faire l'objet d'un débat public, même s'il faut parfois des précautions d'usage. Mais il n'existe pas de tabou. Maintenant, analyser une situation
ayant trait au terrorisme, fut-elle une situation sensible, relève de l'analyse des citoyens. Tous les jours, des spécialistes passent dans vos studios, parlent de réseaux dormants, analysent la situation du terrorisme en Afrique de l'Ouest, et pourtant ils ne sont pas poursuivis. Ils sont dans l'analyse. Partout dans le monde, on réfléchit sur le terrorisme, on réfléchit sur les réseaux dormants, on réfléchit comment anticiper pour éviter le terrorisme. On a également le droit de réfléchir sur la présence française, qu'on soit d'accord ou ne pas être d'accord. Si les gens ne sont pas d'accord, il faut éviter de judiciariser le débat public. Le débat public doit faire l'objet de contre-arguments. Si vous n'êtes pas d'accord au cours d'un débat public ou d'une idée ou d'un avis ou d'une opinion lancée, on développe un contre-argument. Mais on ne judiciarise pas, ça ne règle pas le problème. Binta Camara, qui a été tué il y a quelques mois à Tambacounda, vous vous êtes constitué pour sa famille afin que justice soit faite. Quel est l'état d'avancement de ce dossier? D'abord, je suis l'ami de la famille. Hein. Oui. L'état d'avancement aujourd'hui, je vous informe que la reconstitution du crime est prévue en principe pour le 31 juillet prochain. Oui, dans quelques jours, 3 jours là. Oui, le 31, sauf erreur de ma part, c'est jeudi prochain, Oui. juillet pour la reconstitution du crime, qui est une phase nécessaire dans le cadre d'une enquête criminelle. Michel Camara a déjà été entendu en sa qualité de partie civile. Et certainement, après la reconstitution du crime, l'accusé sera entendu dans le fond. Donc le dossier est en train d'avancer. Maintenant, ce qu'il y a lieu de retenir, après avoir salué la mémoire de ma nièce, c'est un ami de la famille, c'est de sensibiliser davantage les Sénégalais pour qu'ils prennent très au sérieux l'ensemble des violences faites aux femmes. Je sais qu'on se bat, mais c'est encore timide. Violence parfois suivie de viol ou précédée de viol. J'ai utilisé le terme générique, absolument. Violence. Tout à fait. Il faudrait que toutes les organisations, l'État en premier lieu, toutes les organisations, droits de l'homme, les organisations féministes, continuent ou mettent en place des stratégies pour sensibiliser les populations à travers les médias traditionnels, les médias sociaux, contre toute forme de violence. Et je ne sens pas cette sensibilisation pour amener les parents, les femmes à dénoncer toutes les violences, les multiples violences qu'elles subissent. Vous pensez que nous avons des émotions passagères? Passagères parfois. Ouais. Mais je dis encore une fois, on ne peut pas dans un pays où plus de la moitié de la population est constituée de femmes, qu'on laisse en rade ces femmes ou qu'on les laisse subir certaines formes de violence. Ce pays ne pourra pas faire les bons escomptés si on ne prend pas suffisamment ou si on ne prend pas en charge correctement les violences, l'éducation des femmes, la santé des femmes. Parce que quand c'est difficile dans notre pays, c'est les femmes qui montent au créneau. Dans les maisons, quand le père de famille a perdu le boulot, il y a la gestion de la précarité, c'est les femmes. Quand je me lève à 4 h du matin, 5 h du matin, je ne vois que des dames qui se battent pour nourrir leur prostituée. Donc, l'État a l'obligation de veiller sur cette couche de la population. Plus elles sont éduquées, plus elles sont formées, plus elles sont conscientisées sur leurs droits, plus notre société se portera mieux. Et je ne sens pas suffisamment cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, mais il faut qu'on y aille davantage. Parce que c'est là où se trouve l'avenir. Allez dans les lycées et les collèges. Les meilleurs élèves aujourd'hui, c'est les filles. Regardons chez nous, mes enfants. Et même le concours général. Non, mes enfants, moi-même. Oui. J'ai des filles et des garçons. Jarisso, mes filles sont plus conscientes que les garçons qui sont dans le foot, voilà, tout le temps sur autre chose. Même si, bon, alhamdulillah. Mais c'est pour dire encore une fois l'importance de l'éducation, de la promotion des femmes. Autre chose également pour terminer, c'est de dénoncer l'acte ignoble. Ce qui s'est passé est ignoble, est inqualifiable. Et toujours, c'est des gens proches de la famille. D'où l'importance de sensibiliser, de conscientiser et de faire attention à la famille et à l'entourage. Toujours dans le principe, ça tourne autour de ça. Reconstitution des faits concernant donc le meurtre de Binta Camara à Tambacounda, ce sera le jeudi 31 juillet. C'est ça. En principe, sauf changement, mais j'ai été informé de cette date. Le dossier de l'IAF
les Diack, on le dira comme ça, Lamine Diack, ancien président de l'IAF, et son fils Pape Massata Diack, dont vous êtes l'avocat. Vous êtes avocat de Pape Massata Diack, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le juge français a annoncé le renvoi du dossier devant un tribunal pour jugement, mais par contre, on n'a pas connaissance de la date. Non, la date n'est pas programmée. Vous savez, conformément à la procédure, on prend une ordonnance de clôture et après, il appartient au parquet de prendre les dispositions pour enrôler. Mais ça va se faire dans les semaines ou dans les mois à venir. Corruption active et passive, blanchiment en bande organisée, je pense que ce sont les faits qui ont été retenus par le juge, qui estime que Lamine Diack et Pape Massata Diack ont couvert des cas de dopage d'athlètes russes en échange de pots de vin. En tant qu'avocat, comment attendez-vous déjà la suite de ce dossier, avocat de Pape Massata Diack? Oui, nous avons pris bonne note. Nous avons pris acte de cette décision, c'est-à-dire l'ordonnance de renvoi, et nous nous préparons à organiser notre défense pour démontrer que toutes ces charges ne reposent sur aucune preuve juridique. Votre client va comparaître? On appréciera le moment venu. Ça il est à Dakar, il ne s'est jamais rendu à Paris. Je dis, ça relève notre stratégie de défense. Oui. En tête de cause, on a pris acte de la décision et on appréciera notre stratégie de défense. Il sera jugé pendant ce procès? Il sera jugé. Qu'il soit à Dakar ou à Paris? Il soit à Dakar ou à Paris ou ailleurs, il sera jugé. Oui. Maintenant, notre stratégie de défense, nous sommes en train de réfléchir là-dessus et de la mettre en place. Et nous allons réserver la primeur certainement à cette juridiction qui est chargée de la juger. On a quand même entendu Lamine Diack dire c'est une bonne occasion, enfin je vais pouvoir me défendre. Mais ce qu'il ajoute aussi, cette affaire ne me regarde pas. Il faut interroger Pape Massata Diack. Oui, mais il y a une procédure qui est ouverte contre Pape Massata Diack au Sénégal. Oui. La demande d'extradition, elle n'est pas fondée. Je l'ai déjà dit dans la presse, elle est irrecevable et mal fondée. On ne peut pas demander à un État d'extrader son national. Ce que la France ne fait pas, le Sénégal n'a pas le droit de faire moins que ça. Vous le savez mieux que moi. Dans le principe, la France n'extrade pas ses citoyens. Nous avons les mêmes textes. Il y a quand même une commission rogatoire. Hein? Oui, c'est pourquoi je dis il y a des mécanismes juridiques qui permettent de faire avancer le dossier, d'entendre Pape Massata Diack. Lorsqu'on l'a accusé de ces infractions, l'État du Sénégal, conformément aux lois et règlements, a ouvert une procédure contre Pape Massata Diack, l'a inculpé et l'a mis sous contrôle judiciaire. C'est comme ça que ça se passe. Cette demande de la France ne repose sur absolument rien. Ce qui veut dire quoi? Dans l'absolu, que l'État sénégalais peut être amené aussi à juger directement Pape Massata Diack? Mais il fait l'objet d'une procédure, oui. C'est ça qui est prévu. L'État du Sénégal a ouvert une procédure contre Pape Massata Diack. Et il l'a inculpé, notre justice l'a inculpé. Notre justice l'a placé sous contrôle judiciaire. Le bon terme d'ailleurs, c'est notre justice. Autrement dit, le jugement prévu à Paris ne le concernerait pas? Non, ça le concerne. J'utilise le conditionnel. Non, oui. Je dis le juge français l'a visé. Oui. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que notre justice, conformément aux lois et règlements, a ouvert une procédure contre Pape Massata Diack. Elle a déjà inculpé et mis sous contrôle judiciaire. Et notre pays a signé des accords de coopération judiciaire avec la France. Et notre pays, si les conditions de forme et de fond sont respectées, peut recevoir une demande pas délégation judiciaire, ça va vous revenir certainement. Commission rogatoire. Oui. Ça veut dire dans le cadre de la Convention, notre pays peut recevoir une demande de commission rogatoire. Et à partir de ce moment-là, l'État va vérifier est-ce que toutes les conditions légales sont réunies et donner suite. Donc je dis, il n'y a pas de quoi crier un scandale. Tout se passe normalement dans le cadre de cette affaire. Maintenant, la demande de la France, outre son caractère irrecevable, je dis même irrespectueuse, au nom de quoi la France s'acharne à dire oui, livrez-moi votre fils. Mais alors que dans d'autres situations incomparables où des citoyens français ont été condamnés, je dis dans l'affaire Air Cocaïne, ils se sont arrangés pour sortir de la République dominicaine dans des conditions extrêmement floues. Un mandat d'arrêt avait été lancé. La France a dit clairement, je n'extrade pas. Nous sommes dans la même situation. À moins d'ailleurs, parce que M. Diack n'est pas condamné. Vous vous rendrez à Paris. Exerce ses droits. Vous allez vous rendre à Paris?
On appréciera le moment venu. Vous ne voulez pas répondre à ma question. C'est pas le moment parce que nous sommes dans la mise en place des stratégies de défense. Sur les faits, est-ce que Papa Massata Diack, qu'est-ce qu'il dit sur les faits? Qu'est-ce que vous dites sur les faits? Non, sur les faits, en résumé. Qu'il a reçu des pots de vin, lui c'est et son inexact. père. Il n'a reçu aucun pot de vin. Ouais. Je dis sur les faits, je n'entre pas dans le fond du dossier. C'est le dossier qui est en instruction. Mais je dis deux choses. La première, Pape Massata Diack n'a jamais estimé devoir répondre à la convocation de la justice française parce que la justice française n'est pas compétente en cette matière. Il n'y a aucun lien de rattachement factuel ni juridique au fait. Pape Massata Diack est de nationalité sénégalaise. Il réside au Sénégal. L'IAF a son siège à Monaco. Monaco a une juridiction autonome qui est différente de la juridiction française. C'est une principauté. Tous les contrats en cause ont été signés au Qatar. Quel est le lien juridique entre Pape Massata Diack et la France? Cela est valable aussi pour... Lama a son siège à Monaco. Cela est valable aussi pour Lamine Diack. Oui, moi je parle pour Pape Massata, dont je suis le conseil. Je ne peux pas parler pour M. Diack. Ce qui m'importe ici, c'est est-ce que vous êtes en train de remettre en cause même la compétence de la justice française sur ce dossier? En ce qui concerne Pape Massata Diack, dont je suis le conseil, parce que je suis un avocat, je ne peux parler que de mon client. Nous remettons fondamentalement en cause la compétence de la justice française, qui n'a rien à faire dans cette affaire. L'IAF a son siège, je le dis, à Monaco. Les contrats sont signés en dehors de la France. Massata ne vit pas en France. Massata n'est pas français. En quoi la France est intéressée par ce dossier? Et je donnais récemment à titre d'exemple, on a eu le scandale de la FIFA. Vous avez entendu Infantino, lors du dernier congrès, dire que la FIFA était quasiment une organisation criminelle et toxique, et passé aujourd'hui, depuis que je suis là, à une organisation qui développe le football. Pourtant, dans ce scandale, il y avait 2 citoyens français. Pourquoi la France ne s'était pas autosaisie de ce dossier-là pour voir quel est le rôle de ces 2 Français? Oui. On va y aller très vite. Il y a certains citoyens qui situent ce dossier au niveau de sa dimension morale en disant « Mais pourquoi Pape Massata a préféré rester libre au Sénégal en laissant son père placé en résidence surveillée en France, donc qui est privé de sa liberté de mouvement ?» Moi, je suis un avocat. Je défends un client sur la base de principes juridiques. Je ne défends personne sur la base de principes moraux, philosophiques et autres. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Les questions de personnes et de familles, je suis un tiers dans tout cela. Je ne peux pas donner suite à cette réponse. Je ne suis pas qualifié pour répondre sur des principes moraux et autres. Khalifa Sall, le dossier de la caisse d'avance de la ville de Dakar a été complètement vidé. Le recours en rabat d'arrêt de l'ancien maire de Dakar a été donc rejeté par la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel organise un séminaire cette semaine et il a été amené justement à se prononcer sur le cas du rabat d'arrêt et sa décision consistant à considérer que M. Khalifa Sall ne pouvait pas se présenter à la dernière élection présidentielle. Le Conseil dit que le rabat d'arrêt ne fait pas partie de la procédure. Il considère que la procédure est terminée dès l'instant que le pourvoi en cassation de M. Sall a été rejeté. Oui, ça c'est l'avis du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je ne partage pas cet avis. Je respecte. Pourquoi? Mais je ne partage Pourquoi? pas. Non, dans notre droit pénal, une procédure pénale n'est définitive que lorsque toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires sont épuisées. Ça ne fait pas l'objet de contestation pour les spécialistes du droit pénal. Un séminaire avait été organisé en son temps par la Cour suprême. Et ces travaux sont à la disposition du public pour dire que tant que le rabat d'arrêt n'est pas rendu, la décision n'est pas définitive. Je ne partage pas cet avis. Même si je respecte, c'est une institution. C'est la justice, je suis un acteur de la justice. Je ne la partage pas. L'actuel président du Conseil constitutionnel a été premier président de la Cour suprême aussi, Pape Oumar Sakho. Oui. On peut supposer qu'il sait de quoi il parle. En tout cas, on peut le supposer. Je ne fais pas un jugement sur les personnes. Oui. Je dis, moi, en tant qu'avocat, je ne suis pas de cet avis. Je ne le partage pas. Et l'essentiel des avocats sénégalais, des spécialistes du droit du Sénégal et ailleurs, savent qu'en matière pénale,
il faut l'expiration de toutes les voies de recours. Le rabat d'arrêt fait partie de la procédure. Parfaitement. Oui. C'est une voie de recours extraordinaire. J'ai dit tout à l'heure, il faut l'épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires. Autrement dit quoi? Je respecte la vie. Oui. Autrement dit quoi? Au plan politique, vous pensez que M. Khalifa Sall aurait pu être candidat à la dernière élection présidentielle? Je me suis déjà prononcé. M. Khalifa Sall, pour moi, devait être candidat parce que la procédure n'était pas terminée. Et dès lors que la procédure n'était pas terminée, pour moi, il devait être candidat. C'est mon avis. Maintenant qu'elle est terminée? Maintenant, c'est fini sur le plan judiciaire. Les politiques peuvent entrer en jeu. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a une demande sociale qui est là, une exigence sociale quelque part, entre guillemets, pour le libérer. Le président de la République peut exercer son droit de grâce. Vous avez signé la pétition? J'ai signé la pétition le 30 mai. Pourquoi? Je l'ai signée en tant que citoyen. J'estime que dès lors qu'une décision de justice est rendue au nom du peuple et une partie significative de ce peuple conteste ou ne partage pas cette décision, il y a de quoi mettre en place d'autres mécanismes pour corriger la rigidité de la justice. Parce que le mécanisme du droit de grâce et de l'amnistie sont des mécanismes pour agir sur la rigidité de la justice. Autre chose également, pourquoi j'ai signé deuxième argument en tant que citoyen, j'estime que M. Sall est poursuivi à la suite d'un rapport qui porte sur 1 milliard et quelques. Il existe d'autres rapports qui sont là, dont les personnes visées ne font pas l'objet de poursuites. Donc j'estime que la poursuite contre Khalifa Sall a été une poursuite sélective. Et à partir de ce moment, dès lors que tous ceux qui sont visés par les rapports n'ont pas été jugés par nos juridictions, j'estime aujourd'hui, pour la démocratie, pour la paix sociale, pour la cohésion, pour la tranquillité de notre pays, on doit libérer M. Khalifa Sall en mettant ce mécanisme en jeu. Une grâce ou une amnistie? Il appartiendra aux autorités. Ils ont ces deux mécanismes, soit la grâce, soit l'amnistie. Mais je dis encore une fois, ces deux mécanismes sont là pour corriger la rigidité de la justice. La justice a rendu une décision, on prend acte. Maintenant, le politique peut intervenir pour corriger en fonction des exigences de cohésion sociale et d'unité nationale. Maître Moussa Sarr, invité du jury du dimanche avec la complicité d'Aliou Diassé, nous allons écouter ces auditeurs vous interpeller. Ma question est de savoir, est-ce que le PS peut intégrer la base Khalifa et consorts pour repartir dans de nouvelles ères? Moi, j'ai une question par rapport à l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Dernièrement, la justice a essuyé beaucoup de critiques de la part de l'opinion, notamment dans cette affaire Khalifa. À son avis, ces critiques sont-elles fondées et compte-t-il déposer une liberté provisoire pour Mbaye Touré et Khalifa Ababacar Sall? Je précise que vous n'êtes avocat ni de Khalifa Sall ni de Mbaye Touré, mais vous vous étiez constitué dans le cadre de cette affaire en faveur des inspecteurs du Trésor, Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bokoum. Mais bon, répondez quand même. Oui, pour la première question, c'est... Oui, Khalifa Sall, une fois libéré, après la fin de la procédure, son avenir politique par rapport au Parti socialiste. Là, c'est une question beaucoup plus politique que juridique. Oui. Il y a deux hypothèses. Soit le PS, par une décision, les a exclus. Ils ont la possibilité de contester s'ils sont toujours dans les délais. Ouais. Mais j'estime encore une fois, pour une telle question, ce qui importe le plus, c'est moins le juridique que le politique. Il appartiendra aux membres du Parti socialiste de réfléchir. Le PS qui est endeuillé par la mort d'Ousmane Tanor Dieng, il faut quand même le dire. Oui, il appartient au PS, les membres du PS, d'évaluer la situation et d'envisager leur avenir pour essayer de voir comment se regrouper, se retrouver pour donner au PS son lustre d'antan. Mais moi, personnellement, je suis d'avis qu'il n'y a pas un avenir reluisant du PS sans Khalifa Sall et ses partisans. Le PS a intérêt à le réintégrer. À le réintégrer, lui et ses partisans, parce que pour moi, la perspective d'un PS reluisant intégrera forcément Khalifa Sall et ses partisans. Et je profite de l'occasion, encore une fois, pour présenter mes condoléances à la famille du président Ousmane Tanor Dieng, à l'ensemble du peuple sénégalais, à la suite de la perte de cet immense serviteur de l'État du Sénégal. Ousmane Tanor Dieng qui est décédé et qui ouvre le débat
sur sa succession au Maintenant, Parti socialiste. il y avait une deuxième question sur les Mbaye Touré. Oui, les Mbaye Touré. Oui, vous voulez mais dire un ce mot? qu'il y a dit, aujourd'hui, on ne peut plus faire demande de liberté provisoire. Oui. Je ne suis pas leur avocat, mais dans le cadre de la procédure. La procédure interne, elle est complètement terminée. Ouais. À partir de ce moment-là, ce qui est possible, mettre en jeu les mécanismes, droit de grâce, amnistie. Absolument. Mais c'est fini. Donc, succession d'Ousmane Tanor Dieng au Parti socialiste, ça fait débat ouvert par Serigne Mbaye Thiam qui était à cette même place la semaine dernière. Alors, il y a tout un débat sur la hiérarchie des normes, c'est ce que vous dites en droit, entre le règlement intérieur et les statuts, parce que Serigne Mbaye Thiam a dit que c'est Madame Aminata Mbengue Ndiaye qui est SGA, secrétaire générale adjointe numéro 1, qui doit suppléer donc Ousmane Tanor Dieng, qui était le secrétaire général du parti. D'autres qui disent qu'il n'y a pas de hiérarchisation entre les 3 secrétaires généraux adjoints. Qu'est-ce qu'on peut retenir en droit? Bon, moi, ce que je retiens de tout cela, parce que je suis allé sur Internet faire des recherches, regarder les dispositions de l'article 30 des statuts et 18 du règlement intérieur. Ce qu'il faut noter, c'est que les statuts sont un acte sous seing privé. Les statuts constituent la loi organique d'une association qui définit son organisation et son fonctionnement. C'est ça les statuts. Le règlement intérieur a pour vocation de compléter les statuts ou de préciser certains aspects non détaillés dans les statuts. Donc, dans la hiérarchie des normes, les statuts sont au sommet, ensuite le règlement intérieur. Et le règlement intérieur ne doit pas contenir une disposition contraire au statut. Ça veut dire quoi? J'ai lu que l'article 30 prévoit que le secrétaire général compose une équipe, un bureau, avec un premier secrétaire général adjoint, un deuxième, un troisième. Pour moi, il est indiqué clairement dans cette disposition un ordre de préséance. On a dit premier secrétaire général adjoint, deuxième secrétaire général adjoint, troisième. Pour moi, il n'y a pas de débat. Aussi bien sur la forme que dans le fond, il y a une hiérarchisation. Maintenant, si on regarde l'article 18 du règlement intérieur, il est indiqué que les secrétaires généraux et les secrétaires nationaux sont non hiérarchisés. Ça veut dire quoi? Cette disposition, elle est contraire à la disposition du statut. Et quelle est la disposition qui s'applique? C'est la disposition qui est au sommet. Les statuts? Naturellement. Autrement dit, Aminata Mbengue Ndiaye a droit à suppléer à Ousmane Tanor Dieng ou pas? Laissez-moi continuer. Non, oui. Il ne peut pas. Elle ne peut pas pour moi. Pourquoi? Parce que si on va à l'article 18.2, il est indiqué que les secrétaires généraux suppléent le secrétaire général en cas d'empêchement et en cas d'absence. Donc la démission n'est pas prévue, le décès n'est pas prévu, donc il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Donc on ne peut pas, pour moi, dire que c'est le premier secrétaire général adjoint qui supplée. Maintenant, pour moi, il appartient au comité central de statuer pour prendre des dispositions transitoires en attendant. Aminata Mbengue Ndiaye ne peut pas suppléer à Ousmane Tanor Dieng dans les circonstances actuelles. J'ai dit à ma lecture, moi, combiné de l'article 30 et de 18, le premier secrétaire général adjoint ne peut pas, parce que cette vacance n'est pas prévue. Autrement dit, la suppléance doit être assurée par les 3 secrétaires généraux adjoints. En principe, on doit retourner au comité central. Pour l'interprétation des textes. Oui, et qui va prendre une disposition transitoire, mettre un comité ad hoc ou prendre autre disposition. Mais dès lors qu'il n'est pas prévu en cas de décès ou en cas de démission, à partir de ce moment-là, personne ne peut dire c'est prévu, c'est un vide. Ce qui est prévu dans la suppléance, c'est l'empêchement, c'est l'absence. On va courir très vite. Il y a un sujet, Karim Wade, qui est au Qatar depuis très longtemps, qui a été condamné dans le cadre de la traque dite des biens mal acquis, qui a bénéficié d'une grâce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose au retour de Karim Wade au Sénégal aujourd'hui? À ma connaissance, non. Il a été condamné, il a bénéficié d'une grâce, il est citoyen sénégalais. Pour moi, en droit, rien ne s'oppose à son retour. Sauf s'il existe des conditions politiques que nous ignorons. Mais en droit, je dis, moi je parle en droit, rien ne s'y oppose. C'est un citoyen sénégalais. Il a été condamné. Il a bénéficié d'un droit de grâce. Rien ne l'empêche de revenir. Sauf si il a peur éventuellement d'une contrainte par corps. Parce que l'État peut, dans le cas du recouvrement du montant de la condamnation, exercer une contrainte par corps. Mais
c'est à lui d'apprécier. Pour moi, en droit, rien ne s'oppose à ce qui rentre. Question de Gorko Diam. Carriériste ou patriote sincère, dans quel camp mettriez-vous nos juges? Très rapidement. Non, je ne fais pas de qualification. Les juges sont là pour rendre la justice conforme à la loi et à leur conscience. Et j'estime qu'ils sont tous des patriotes. Pour moi, personne n'a le monopole du patriote jusqu'à preuve du contraire. Ibrahim Ndiaye, une question personnelle. Avez-vous des ambitions politiques, Maître Moussa Sarr? Pour le moment, non. Ouais. Pour le Je ne peux pas parler en perspective dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas une ambition politique. Ma seule ambition, c'est de servir mon pays et les Sénégalais. Dernière question, la CAN 2019. Hein? Les Lions qui rentrent sans la coupe, mais accueillis triomphalement. Reconduction d'Aliou Cissé à son poste de sélectionneur. Votre commentaire sur cette campagne? Il appartient à la fédération d'apprécier. Ouais. D'après ce que j'ai lu, la fédération avait fixé comme objectif la finale. Par conséquent, il a rempli, il a atteint son objectif. Donc, il doit être reconduit. Maintenant, pour le sportif que je suis un peu dessus, même si la participation du Sénégal est très honorable. L'équipe est allée en finale, mais ce n'est pas la première fois. C'est bien également que le peuple viennent à l'accueil. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une question fondamentale qui est là. Il faudrait que l'État du Sénégal s'évertue avec la fédération à développer le football. Il faut qu'on arrête l'événementiel et les campagnes. Depuis 2002 ou 2000, globalement, l'État du Sénégal a investi énormément d'argent sur l'équipe A. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la fédération, qui semble avoir les moyens, prenne en charge l'équipe nationale A et développe des produits avec la visibilité que l'équipe nationale a, première équipe africaine, 20e mondiale, pour avoir des ressources additionnelles. Et l'argent que l'État met à la disposition de l'équipe A et qui se justifie dans un moment historique pour mettre notre équipe dans un standing international, que cet argent soit utilisé pour développer le football professionnel. Il n'y a pas de bon terrain. Il n'y a pas de siège pour les clubs. Il faut que l'État mette ses moyens dans le football professionnel, parce que depuis la Ligue professionnelle, l'État n'a mis aucun. Objectif gagner la CAN 2021 au Cameroun, vous y croyez? Mais c'était déjà l'objectif ici. C'est pourquoi je dis, moi, je suis dessus. Parce que l'objectif, c'est de ramener la coupe. Ce n'était pas d'aller en finale. L'équipe est déjà allée en finale. Ouais. Avec des joueurs moins cotés. En 2002, nos joueurs étaient moins cotés. Avec moins de moyens. Ouais. Donc, pour moi, c'est un échec. Même si le parcours est très honorable. Mais c'est un échec. Maître, on va avoir une pensée pieuse pour Ahmed Amar, capitaine d'industrie à la tête d'Enema Sanders, qui est décédé également cette semaine. Vous l'avez connu? Mais j'étais son avocat d'affaires. Oui, je suis son avocat. Je fais partie de ces avocats que je connais personnellement. J'ai eu à travailler avec lui plusieurs fois, parce que jusqu'au moment de son décès, j'ai fait partie de ces avocats. Tout d'abord, je présente ses condoléances à sa famille, au peuple sénégalais. C'était un homme extrêmement courtois, d'une excuse urbanité, généreux, d'une éducation extraordinaire. Lorsqu'il parle avec vous en tant que son avocat, même s'il vous fait des observations, il ne veut même pas vous frustrer. Décédé à Paris alors qu'il a eu à faire des confidences, d'après monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il voulait la construction d'un hôpital international pour que les Sénégalais, au lieu d'aller à l'étranger, se soigner chez eux. C'est pourquoi j'ai dit c'est une grande perte. Et il pose une question de fond. Oui. La qualité désastreuse de notre système de santé. Oui. Nous avons des médecins extrêmement bien formés qui n'ont rien à envier à qui que ce soit. Qu'est-ce qui manque? Que l'État sénégalais ait une politique sanitaire efficace en mettant en place les outils qu'il faut pour permettre à tous les Sénégalais, quel que soit leur rang et leurs conditions, d'être soignés dans ce pays. Nos prières pour le repos de l'âme de Ahmed Amar. Un homme bon, un homme bien. Voilà. Et nos condoléances à sa famille et à l'ensemble de ceux et celles qui l'ont connu et aimé. Côté digital, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy, à la technique, à iRadio Aliou Diassé, Babacar Ndiaye et toute l'équipe d'ITV, mais également le site E-Média SN. Nous recevions Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour, inscrit au barreau de Dakar. Mahmoud Ibrakan pour vous présenter le jury du dimanche. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.